Donc, Christophe Florence, nous sommes heureux de vous accueillir à ce webinaire sur le cornichon, la renaissance, j'allais dire la renaissance du cornichon français en Loir-et-Cher. Nous allons retracer un peu l'historique de cette aventure. Je serai accompagné de Brice Canivet de la société Redzel et de Denis Billot, producteur qui depuis 2017, producteur de cornichons depuis 2017, et donc il nous expliquera pourquoi il s'est lancé également dans cette aventure. Avant de commencer, je vais rappeler quelques règles de fonctionnement. Je vais vous demander de couper vos micros pour éviter les bruits intempestifs. Hein? Et par contre, si vous voulez poser des questions, vous pouvez utiliser le chat. Vous avez un petit icône converser et vous pouvez envoyer toutes vos questions via ce canal. Et à la fin également, vous pourrez appuyer sur l'icône lever la main si vous souhaitez poser des questions. Et comme ça, Hélène pourra vous ouvrir la voie pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous souhaitez. Voilà. Donc, nous allons commencer par une petite vidéo d'introduction de notre président Arnaud Bessé. Donc, bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire. Donc tout d'abord quelques mots d'introduction. Donc nous, Chambre d'agriculture, nous avions la volonté en 2020 de vous faire partager ce qui se fait dans les différentes filières agricoles du département du Loir-et-Cher, vous faire partager et rentrer en contact avec les opérateurs économiques parce qu'il y a sûrement quelques opportunités à saisir, d'où cette envie, mais ce webinaire lié au contexte sanitaire actuel qui prend une forme très particulière. Donc forcément, vous constatez comme moi et vous le vivez comme moi en tant qu'agriculteur, énormément de changements sur nos exploitations, la volonté de s'adapter en permanence, la volonté de chercher de nouvelles productions, ou en tout cas de faire sûrement différemment pour continuer à gagner notre vie. Et donc c'est en compilant et en découvrant des informations sur différentes filières, sur différentes opportunités, qu'on peut peut-être trouver des solutions sur nos exploitations. Et donc là, nous, la Chambre d'agriculture, nous sommes là pour favoriser ça, pour favoriser le dialogue entre vous et les opérateurs économiques, pour vous aider à porter des projets, pour vous aider à structurer des choses, à réfléchir. Donc nous sommes pleinement dans notre rôle de développement agricole et aussi de dynamique territoriale et de création de richesses et de valeur. Donc c'est l'objectif de ces webinaires. Malheureusement, comme je l'ai dit, ça ne peut pas être en physique, donc c'est qu'une étape. Donc je vous invite à rentrer après, en fonction de vos centres d'intérêt, en contact avec nos conseillers, avec les références qui vous seront données, ou tout simplement repasser par l'accueil pour qu'on vous oriente sur les bonnes personnes, mais reprendre contact si vous êtes intéressé, si vous avez été titillé, entre guillemets, ou si vous avez d'autres idées par rapport à ce qui vous a été présenté sur d'autres sujets, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, et nous sommes là pour ça, nous ferons ce qu'il faut pour vous aider, pour vous accompagner. Donc bon webinaire, surtout dans le contexte actuel, portez-vous bien, et que l'agriculture du Loir-et-Cher soit porteuse de projets pour l'avenir. Donc, nous allons commencer. Brice, si tu veux passer la prochaine diapo. Voilà. Bon, ça, c'était le déroulé. On a eu quelques problèmes avec l'introduction de notre président. Sur le déroulé, je vais vous exposer en quelques mots la production et les besoins.
Brice, après, vous détaillera quelle opportunité s'est ouverte avec la société Redzel, et Denis partagera également son expérience. Voilà, et on laissera un temps aux questions pour finir. Donc, Brice, bon, le cornichon, vous connaissez tous les bocaux. Alors en France, on a quand même une spécificité, c'est que nous sommes sur un marché d'extra fin. Le français mange du petit cornichon. Sachez que c'est vraiment une spécificité très française. La plupart des autres pays mangent plutôt des gros cornichons, genre pickles ou aigre-doux. Cette spécificité a une importance très grande par rapport à notre production, parce qu'on se complique la vie, soyons clairs, en faisant du fin. Ça serait beaucoup plus simple de faire du gros. Mais le consommateur a toujours raison, donc voilà. Sur le marché français, représente aujourd'hui à peu près 30 000 tonnes. Il faut savoir que, alors je nommerai pas de marque autre que Redzel ce soir, mais bon, il y en a deux autres principalement, mais du même groupe. Sachez que 80% des bocaux que vous allez trouver en France, c'est de l'origine indienne. On expliquera après pourquoi l'Inde a pris une telle importance. Il en vient un peu des pays de l'Est, un peu de Turquie, mais sachez que pratiquement tout, quand vous achetez un bocal chez votre épicerie ou dans une grande surface, c'est du cornichon indien à 80%, quelle que soit la marque. La production française est aujourd'hui vraiment anecdotique. On va voir tout à l'heure nos chiffres de production. Il se gardait quand même quelques îlots sur de la production de luxe, qui était restée entre autres dans l'Yonne. Mais dans notre département, cette production a complètement disparu au milieu des années 90 pour différentes raisons. Et la raison principale était que avec ce cornichon extra fin, coûtait énormément cher à produire, et le coût de la main-d'œuvre étant ce qu'il est, c'est parti sur d'autres contrées plus clémentes. Voilà un peu l'histoire de ce qui s'est passé. Brice, s'il te plaît. Et là, la société Redzel, pour ne pas la nommer, était depuis les 7-8 ans, nous disait, mais ça serait bien de relancer une production française, mais comment peut-on faire? Donc en 2016, on a trouvé après maintes et maintes pérégrinations, deux producteurs se sont lancés dans l'aventure. Sauf qu'entre-temps, depuis les années 90, les itinéraires techniques, les grilles de rémunération pour avoir une culture rentable par rapport aux producteurs, on n'avait plus vraiment de référence. Donc, on est pratiquement reparti de zéro. C'était un peu certains
ont cru que l'on était un peu fou, mais bon, on est parti quand même. On y a cru. Ce, Sachant que de toute façon, bon, Brice nous l'exposera tout à l'heure, c'est sûr que l'on ne pouvait pas produire du cornichon français au prix du cornichon indien. Donc, il a vraiment fallu, quand je parle de grille de rémunération par rapport aux producteurs, il a fallu vraiment établir un partenariat pour savoir comment la production pouvait être rentable. Heureusement, bon, Brice nous le réexposera tout à l'heure pendant que nous, on travaillait avec les producteurs. Redzel, de son côté, travaillait avec des enseignes de supermarchés pour aussi proposer un autre produit que le cornichon indien. Donc, tout ça, ça nous a mené en 2020 je vous passe tous les détails, mais en 2020 à 12 producteurs. Hein, on a multiplié par 6. De 3 hectares et 54 tonnes, on est passé à 305 tonnes et 18 hectares. Donc, bon, 305 tonnes par rapport au volume de production indienne, on en est encore très loin. Hein. La nouveauté depuis 2 ans, c'est qu'également on produit du cornichon en bio. Hein, donc, autre ouverture. Alors, par contre, bon, c'est une filière toujours en cours d'organisation. Fin 2018, s'est créée l'association des producteurs de cornichons français, dénommée les cornichonneurs français. Et la fameuse grille de prix par rapport à la rémunération des producteurs est en constante évolution pour essayer de se caler au mieux par rapport aux attentes. Brice, s'il te plaît. Christophe, oui, si je peux compléter effectivement ton commentaire. Oui, vas-y. Donc voilà, les données du problème, en quelques chiffres, vous les avez eus, c'est-à-dire que donc on a 30 000 tonnes de cornichons qui sont consommés tous les ans en France, donc 15 000 en extra fin, c'est-à-dire le plus petit des calibres, qui ne correspond pas au profil de la plante, je dirais naturelle, quand on regarde la façon dont ça pousse, puisqu'un cornichon, ça pousse comme un concombre. Il y a des petits, des gros. Voilà. Aujourd'hui, la grille de calibre et la grille de prix qui est attachée valorise ce petit cornichon, mais on n'est pas sur un extra fin. Effectivement, on est sur le calibre en dessous dans notre pratique qui démarre à l'extra fin dans le corps des pratiques. Nous, en termes de récolte, on valorise le très fin. Et c'était voilà, une des conditions, une des données du problème pour sortir, en tout cas atténuer un peu la problématique main-d'œuvre, qui est une des raisons pour laquelle la production est partie en Inde, puisque globalement, si on parle d'ordre de grandeur, effectivement, le coût d'un salarié en Inde et le coût d'un saisonnier en France n'a rien à voir. On est probablement sur des grandeurs de 1 à probablement 80 ou 100, très clairement. Par contre, on est sur un ratio de prix d'achat entre le cornichon français et le cornichon indien de 1 à 6, où effectivement on achète... où le prix du cornichon indien est voilà. On est sur un ratio d'1 à 6. Donc, pour atténuer ce truc-là, effectivement, on est parti sur d'abord un cornichon un tout petit peu moins gros, des ratios de calibre où on n'est pas sur 50%, mais plutôt sur donc un très fin de 30%. Et ensuite, ça, c'est la partie amont, donc la partie producteur, et sur la partie aval, rapidement pour parler sur les canaux de distribution sur lesquels on est.
Je citais Intermarché dans la présentation, mais parce que c'est le premier à avoir démarré. Mais il y a eu Intermarché, et pour ne pas faire de jaloux, voilà, il y a eu Intermarché, puis Carrefour et Monoprix la deuxième année, puis Auchan, Casino la troisième. Et là, on a signé cette année Cora et Match en 2020. Donc, on est en théorie présent dans toute la distribution. C'était aussi la condition pour pouvoir acheter toute la production aux agriculteurs, c'était de pouvoir toute la vendre et pas seulement l'extra fin. Voilà, côté distribution. Voilà, donc voilà quelques chiffres. Hein. Donc je reprends volume en 2020 à 305 tonnes. Donc Brice, tu nous exposeras tout à l'heure, mais les objectifs sont ambitieux, c'est-à-dire si on peut produire 1000 tonnes en 2025, on ne demande pas mieux. Par contre, comme on l'évoquait, ben, le cornichon, c'est beaucoup de main-d'œuvre, donc on laissera Denis à la fin nous exposer comment il vit. Mais bon, vous voyez, 3500 à 5000 heures hectares, donc 90% en récolte, ce qui représente quand même beaucoup. Donc une main-d'œuvre de récolte conséquente, et c'est elle qui fera le revenu avec les calibres derrière, en respectant bien les calibres. Charges, bon, vous voyez en fait les charges à côté, alors elles peuvent paraître élevées, mais par rapport aux charges de main-d'œuvre, elles sont faibles. Tout est relatif. Donc pour implanter un hectare cornichon, vous comptez environ 3 000 € de charges opérationnelles. Ça, c'est les chiffres qu'on a validés en 2020 avec l'association des producteurs. Et on est sur un niveau d'investissement de environ 6 000 €. Parce qu'il faut quand même, pour ceux qui ne sont pas équipés, il faut du frigo et quelques autres, être équipés en goutte à goutte, j'y reviendrai. Voilà le niveau d'investissement. Et sachez que pour les contrats de 2020, les contrats sont fixés à 13 tonnes, mais on reverra par la suite si vous produisez plus. En fait, 13 tonnes, c'est le rendement minimum. Si vous produisez plus, Rexel s'engage à prendre votre production. Donc là, ce qu'on vous donne, c'est le niveau de revenu avec la grille comme elle est exposée actuellement. Alors, le petit clin d'œil pour la photo, c'était le salon du Made in France à l'Élysée où et ben voilà, les cornichons du Loir-et-Cher trônaient à l'Élysée. On a notre meilleur vendeur là juste derrière. Voilà. Bon. Par contre, tout ça derrière, qu'est-ce qu'il faut? Faut être quand même être disponible sur la période estivale, c'est-à-dire que l'on va produire sur juillet-août. Bon, c'est tous les jours, tous les matins. Il faut être présent, lancer le personnel. C'est un investissement en temps et en disponibilité, surtout. J'insiste sur ce terme, non négligeable. La maîtrise de la main-d'œuvre de récolte, donc ça, on verra, Denis en parlera. Et aussi une chose où on est assez intransigeant pour diverses raisons techniques, c'est que maintenant on demande à s'équiper en goutte à goutte. Bon, je détaillerai pas tout ça ici, mais si vous êtes intéressé, contactez-moi, on redéveloppera ça plus tard pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Voilà.
Là, Euh, Brice, si tu veux prendre la main par rapport. oui, oui. Alors, moi, j'ai cité 3 points quand on parle de la production. Je dirais que c'est de la partie, c'est le besoin industriel. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une notion, même si on reste au périmètre du département, effectivement, d'abord une surface. Il y a une surface minimale et une surface maximale. La surface minimale, c'est parce qu'évidemment, il faut des volumes suffisants pour qu'on puisse faire la tournée et enlever, puisqu'aujourd'hui, c'est l'industriel qui enlève et la vente se fait bord champ. Donc aujourd'hui, on est globalement sur 0,5 hectares de surface minimale. Ça veut dire 6 tonnes, ça veut dire probablement un démarrage avec quelques centaines de kilos. Et c'est difficile de descendre en dessous de ça. La grille de calibre, on n'a pas mis de chiffres parce que donc j'en ai un petit peu parlé, le cornichon pousse, chaque fruit pousse à sa propre vitesse. Donc vous avez des petits, des moyens et des gros. Et il y a une proportion avec un prix qui est attaché à la taille du cornichon. On s'est mis d'accord, et c'est des choses qu'on affine effectivement tous les ans depuis 2016, sur le ratio qui correspond à la fois un ratio qui va bien à l'industriel et un ratio qui est rémunérateur en termes de prix moyen, de mix calibre, et puis le prix moyen, il se fait aussi derrière sur... Enfin, le prix moyen, c'est le ratio de calibre, et ensuite le revenu de l'agriculteur se fait sur le nombre d'heures que vous passez à la ramasse. Donc tout ça, ce subtil équilibre, à la fois permet à l'industriel de vendre en fonction. On ne peut pas aujourd'hui, voilà, même si on disait tout à l'heure, l'extra fin reste le standard du marché, on ne peut pas vendre, globalement, on ne peut pas vendre du concombre. On a des canaux pour vendre du très gros calibre. On essaie d'aller vers les industriels avec des produits coupés pour des champs qui va s'intégrer dans des sauces diverses ou dans des salades. Mais globalement, effectivement, ça, c'est une fraction de notre production. Donc voilà, on essaie de faire se rencontrer au niveau de la grille de calibre l'offre et la demande. C'est aussi simple que ça. Et le troisième point, c'est effectivement quelque chose qu'on a remarqué et qui est important de prendre en compte parce que le marché des consommateurs évolue et qu'il faut suivre cette demande, et qu'aujourd'hui, finalement, produire français est presque plus... c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. C'est-à-dire que nous, on a vu beaucoup de salons où on rencontre nos clients, et c'est là où on a un vrai retour des gens qui consomment nos produits. Première chose qu'ils nous disent, et je ne sais pas si on ira jusque-là, mais en tout cas, c'est un bon indicateur des tendances actuelles, c'est ah oui, mais vous êtes français, mais pourquoi vous n'êtes pas bio? Alors, je ne vais pas rentrer sur le débat du bio ce soir, mais ça donne un petit peu voilà, ça donne un petit peu l'air du temps. Donc, nous, en termes de réassurance au niveau du consommateur, c'est vrai que d'abord parce qu'on communique énormément l'été sur la relance de cette filière. On a une exigence plus puisqu'on s'expose en termes de traçabilité, en termes de transparence sur nos pratiques de production, et donc sur les vôtres, sur celles des producteurs. Donc, on essaie toujours d'aller un petit peu plus loin que la législation en vigueur. Il y a quelques produits qu'on a bannis de nos listes, voilà, sachant que, et Denis pourra aussi en parler. Globalement, les 3 dernières récoltes, on n'a pas eu de pression ni fongique, ni parasitaire, ni quoi que ce soit énorme. Donc, on a quand même de la chance d'avoir eu des conditions optimales d'un point de vue climatique ces 3 dernières années. Dans tous les cas, on a quand même utilisé assez peu d'intrants dans les productions qu'on a faites. Mais voilà, on a quand même ce devoir d'exemplarité, d'amener la production là où le marché veut qu'elle aille. Voilà, donc en face des demandes qu'on a, on a aussi des engagements parce que ça n'a pas été simple au départ.
je veux dire, personne ne nous attendait et il n'y a pas un producteur qui jusqu'en 2016, venait de voir en disant ça serait vachement bien qu'on fasse du cornichon. Hein. C'est l'industriel, c'est nous qui sommes allés chercher d'abord la chambre et puis les producteurs là-dessus. Donc, quelque part, il faut qu'on amène des garanties et qu'on minimise le risque auprès des producteurs de se lancer au moins sur une première année test. Donc là-dessus, on a 3 types d'engagement. D'abord, l'assistante technique qui est double, qui est celle de la Chambre d'agriculture. Et jusque-là, on avait mais notamment donc, notre conseiller légumes, Christophe Laurence, qui, je pense, est aujourd'hui l'expert français du cornichon. On a une agronome aussi chez Redzel pour rendre plus disponible pour des visites régulières voilà, en complément. Et elle va prendre de plus en plus d'ampleur dans les années à venir. Ensuite, comme Christophe le précisait, on achète toute la récolte, on a un contrat, on s'engage à acheter 100% de la production. Et ensuite, on a aussi les premières années une garantie dans la mesure où le producteur suit l'itinéraire technique, a fait tout ce qui est dans sa mesure pour mettre en place la culture. Si jamais, pour un aléa climatique, on en venait à une production zéro ou une production qui ne couvrerait pas les frais de mise en culture, on s'engage effectivement à rembourser tout ce qui est à hauteur des dépenses engagées par le producteur à rembourser cette partie-là. On a dû activer, là, sur les 5 dernières années, on a activé cette garantie 2 fois. Et ça s'est bien passé. Hein. C'est les 6 000 € dont parlait Christophe dans la diapo précédente. C'est un ordre d'idée. Ce n'est pas la plus grosse partie de la production, puisque la plus grosse partie des coûts d'exploitation, c'est la récolte. Mais en tout cas, ça veut dire pas de perte, en tout cas les premières années, si jamais il y a une grosse. Voilà, je passe la main à un des cornichonneurs. Merci d'être Denis, on va te poser la question d'emblée. Pourquoi tu as fait des cornichons en 2017 sur ton exploitation? Bonjour à tous. J'ai fait des cornichons sur mon exploitation pour deux raisons. Parce que je voulais un peu diversifier. Parce que, en fait, je suis producteur d'asperges vertes pour la coopérative Accéréales. Et en fait, l'asperge verte, on la produit, j'en fais sous tunnel, moi, donc je produis de fin mars jusqu'à 10 juin. Et en fait, la problématique, c'était de trouver du personnel déjà pour cette culture et d'arriver à garder ce personnel pour qu'il revienne tous les ans. Et la deuxième, c'était un peu se diversifier. Et quand j'ai entendu parler de cette nouvelle production de cornichons, j'y suis intéressé. Et voilà, Christophe a eu la chambre, on en a discuté, on en a parlé. Et en fait, de pouvoir faire des cornichons l'été, ça me permettait de garder parce que moi j'ai à peu près une quinzaine de saisonniers pour ramasser mes asperges vertes. Et en fait, il faut à peu près entre 13 et 15 personnes à l'hectare pour ramasser les cornichons. Je me suis dit, c'est aussi un bon moyen de garder mes salariés plus longtemps sur l'exploitation et de leur permettre de trouver 5-6 mois de travail sur l'exploitation pour que je puisse les garder pour l'année suivante. Et donc, je me suis intéressé à ça. Alors, je ne connaissais rien du tout dans le cornichon, donc j'ai appris sur le tas. Donc, j'ai appris avec les 2 producteurs qui ont commencé l'année d'avant. Donc, ils nous ont bien aidés à commencer. Bon, après, la première année, ça a été un peu compliqué pour le plan, mais bon, ça, on s'y fait vite. Et puis voilà, après, comme toute nouvelle production, les premières années, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Et puis après, on apprend assez vite, quoi. Alors, le cornichon aussi, moi, je me suis mis au cornichon aussi parce que la Chambre d'agriculture avec la société Redzel nous aidait et surtout la société Redzel comme l'a dit Brice, dans les premières années, nous aidait si on avait des problèmes, surtout de nous garantir au moins de nous rembourser les charges. Parce que comme vous l'avez vu sur les diapos, moi j'ai une petite structure et 6 000 € de charges à l'hectare, si on ne récolte pas, ça fait beaucoup d'argent quand même. Donc là, la société Redzel, ça a été une des conditions pourquoi j'ai commencé, parce qu'on nous assurait au moins
de ne pas perdre d'argent. On en gagnait peut-être pas, mais au moins on n'en perdait pas. C'était déjà ça. Et ça, pour l'instant, je n'ai pas connu beaucoup d'industriels qui étaient capables de le faire. Après, la production en elle-même, c'est une production estivale. Donc, il faut être, comme l'a dit Christophe, il faut être libre, surtout le matin, parce qu'on récolte le cornichon le matin, dans la plupart des cas. Donc, on commence au lever du jour et on essaye de finir avant midi, parce qu'après, il fait très chaud. Donc, il faut être disponible pour être là avec les cueilleurs pour bien voir s'ils ramassent tous les calibres bons à ramasser, sachant que pertinemment que de toute manière, on en oubliera toujours et il y aura toujours des gros cornichons. Même un très bon cueilleur, il y aura toujours des gros cornichons. Donc ça, on peut pas non plus. C'est toujours facile de trouver un gros cornichon, mais le principal, c'est que la proportion des petits et des gros cornichons soit la bonne en fonction de la grille que Redzen nous donne. Et en général, la grille est à peu près bien respectée. Tous les ans, on a toujours, Brice, il ne dira pas le contraire, tous les ans, on a toujours un calibre qui ne veut pas sortir. On ne sait pas pourquoi. Un coup, c'est un coup, c'est l'autre. Voilà. Alors, ça vient de la météo, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'on essaye de faire plusieurs variétés pour éviter de limiter les problématiques de maladies, éventuellement le mildiou surtout. Donc, comme je le disais, là, depuis 2-3 ans, on n'est pas trop embêté par ça. Donc, on n'a pas de traitement à faire, c'est parfait. C'est mieux que le plan, on va dire. Et puis voilà. Donc, après, la problématique du cornichon, c'est surtout les cueilleurs. Il faut trouver une équipe qui soit motivée, parce que c'est un travail dur, il faut le dire quand même. Hein, c'est pas simple. Tous les jours, ramasser des cornichons pendant 4-5 heures, c'est dur. Et enfin, moi, avec mes cueilleurs d'asperges vertes, grosso modo, c'est à peu près le même travail. Donc, ils savent à quoi s'en tenir, on va dire, les cueilleurs, d'une année sur l'autre. Et puis après, il faut arriver à pérenniser une équipe. C'est ça le plus important, c'est arriver à pérenniser une équipe. Et pérenniser l'équipe, c'est aussi, quand ça marche bien, c'est aussi de bien rémunérer les cueilleurs. Parce que ça fait partie aussi de ça, de pouvoir garder une équipe. Ça passe aussi par la rémunération. Et là, la rémunération, justement, avec Redzel, on l'a mis en place. On peut en discuter un peu tous les ans pour voir si on est bien calé ou pas par rapport à ce qu'on récolte. Ça, c'est pareil, c'est pas tout le temps qu'on peut voir ça avec un industriel. Rediscuter un peu la grille des prix pour s'ajuster au mieux. Tous les ans, on essaie. Pour l'instant, on change un petit peu tous les ans parce qu'on débute. Je pense qu'à un moment donné, ça va arriver à se caler à peu près comme il faut parce qu'on va être dans le bon cadre. Mais pour l'instant, on arrive toujours à discuter avec l'industriel pour recadrer un petit peu. Si, au bout de 2-3 ans, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui étaient plus ou moins bien, pas bien et bien. Donc, on a pu se recaler pour l'instant. Donc là, on a monté l'association des cornichonneurs. Donc, on va essayer de mettre en place des choses avec l'industriel. Et pour l'instant, ça se passe très bien. On essaye de trouver des nouveaux producteurs. On va essayer d'encourager beaucoup de gens pour venir avec nous. Mais voilà, pour l'instant, ça se passe bien. On a un bon dialogue avec l'industriel. On a la chance depuis 3-4 ans d'avoir des étés chauds sans être trop humides, donc une culture assez facile à mener. Et voilà ce que je veux dire. Ouais, merci Denis. Brice, avant de terminer, alors je voulais intervenir sur une chose aussi avant par rapport à la main-d'œuvre. Sachez, alors là, je fais notre petite pub, mais ça, vous retrouverez ça sur la fiche technique. Il est organisé des formations pour l'encadrement de la main-d'œuvre saisonnière. Donc, si un jour vous êtes intéressé, encadrer de la main-d'œuvre, ça s'apprend. C'est comme tout. Brice, pour revenir, je parlais de l'ambition des 1000 tonnes et on terminera là-dessus. On y va. Aujourd'hui, si on fait le ratio simple, 300 tonnes pour un marché de 30 000, on fait 1%. On aimerait en faire 10. Ça fait même plus que, pour le coup, ça fera 3000 tonnes et pas 1000. Hein. Donc, pour l'instant, en tout cas,
on vend tout ce qu'on produit. Et on ne satisfait pas la demande en bio, puisque aujourd'hui, on vend le bio uniquement sur les réseaux spécialisés, voilà, et donc pas la grande distribution classique. Donc, il y a encore de la place, et puis il y a encore de la place. Voilà, quand je dis ça, c'est que j'ai parlé beaucoup de grande distribution, mais il y a encore la restauration hors foyer, voilà, les industriels, et plus on arrive à toucher de clients via tous ces canaux, plus on arrive à maximiser notre question des calibres. Donc tout ça est toujours très très lié. On a même des producteurs qui font de la vente directe. Donc vraiment, on est partout. Enfin, on essaye d'être partout. Et donc, leur mission, elle est de 2000 tonnes et c'est quelque chose qui est effectivement très raisonnable. Maintenant, la question, c'est, on aimerait, on a aujourd'hui nos 12 producteurs sont répartis, on va dire, d'abord sur le Loir-et-Cher. Et notre ambition, c'est de continuer à creuser dans le vivier l'auteur, peut-être des maraîchers d'abord, mais en tout cas des exploitants qui sont intéressés à gérer tester d'autres cultures, parce que parfois c'est juste une question. Denis, il a brièvement évoqué la question de la raison pour laquelle il a réattaqué la production, mais sur les 12 producteurs, vous aurez 12 raisons différentes voilà. Certains qui voient diversification, fidélisation de main-d'œuvre. Il y a beaucoup même des producteurs qui ont misé beaucoup sur la production et qui en sont aujourd'hui à 4 hectares, ce qui est beaucoup pour du cornichon. Voilà. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on est prêt à accueillir, on va dire, des nouveaux exploitants dès l'année prochaine. Puisqu'on passe toujours par cette phase, on va dire, test entre 0,5 et 1 hectare, qui est raisonnable, qui permet de tester et qui nous permet de croître raisonnablement sur le Loir-et-Cher, sur la région centre. Voilà. Je peux rajouter quelque chose ? Bien sûr. Oui, vas-y. Donc, en fait, pour éventuellement les nouveaux producteurs, le problème de la manœuvre, c'est un problème sans être un problème. Il faut aussi comprendre que ce n'est pas un métier facile, mais il y a aussi beaucoup de gens qui recherchent ce genre de travail justement pour avoir plusieurs petits travails comme ça dans l'année. Donc, je pense que tout autour de nous, on peut arriver à trouver une équipe de 5-10 personnes. Comme l'a dit Brice, on peut faire un demi-hectare. On ne cherche pas des gens pour en faire 10 hectares. On sait que ça va être impossible. Pour chez nous, c'est compliqué. Mais quelqu'un qui veut faire entre un demi-hectare et 1 hectare de cornichons, il faut trouver entre 8 et 12, 15 personnes. Je pense qu'en cherchant un peu autour de nous, ce n'est pas très, très compliqué de trouver 12, 15 personnes. Le plus compliqué, c'est d'arriver à fédérer les personnes. C'est là qu'il peut y avoir un petit peu de problème. Mais une fois qu'on a trouvé notre groupe et qu'on arrive à fidéliser notre groupe, la culture de cornichons elle-même n'est pas très, très compliquée. En plus, on a des techniciens qui nous aident. Moi, je n'y connaissais rien du tout dans les cornichons. Et après, dès qu'on a un souci, on appelle le technicien, on appelle Christophe. Donc ça, c'est pas compliqué. Et je vais même un peu plus dans ton sens, puisqu'en fait, on a la même problématique, nous, en tant qu'industriels, c'est-à-dire que nous, on est une PME, de la région. Et on fait pas, voilà, je cite bien, mais on n'est pas Bonduelle. Si la culture du cornichon était facile, ça fait longtemps que c'est effectivement des très gros groupes comme ceux-là qui les feraient. C'est aujourd'hui parce que ça enquiquine tout le monde et qu'il y a beaucoup de contraintes, dont la contrainte de calibre, dont la contrainte de main-d'œuvre, etc., que ça reste encore quelque chose sur lequel sur lequel on essaie de vivre et de gagner notre vie. C'est parce que c'est difficile que personne d'autre le fait et c'est ça qu'on doit vendre. C'est ce savoir-faire-là qu'on cherche à valoriser. Ouais, merci Brice et Denis. Je propose que là, on ouvre un peu les questions. Je regardais sur le chat
je n'en voyais pas. Hélène, y a-t-il des questions ou pas, des mains levées? Je n'ai pas de questions. Ce que je vous propose, s'il y a des personnes qui veulent poser des questions, c'est de désactiver son micro, lever la main pour que je puisse vous donner la parole. Non, personne ne se lance? On a été trop clair. Il y a Gilles Leroux qui doit avoir une question. En tout cas, bonjour à lui. Il vient apprendre 2-3 trucs sur le cornichon. J'ai fait apparaître nos coordonnées. Ah oui, il n'y a que les tiennes. Éventuellement, Oui. On les Bon, sachant complétera. que là, c'est mes coordonnées et je ferai suivre après, pour ceux qui seraient intéressés, les coordonnées de Brice ou de Tchiredzel. Ah, il y a dans la conversation. Pas de questions pour François, merci. Eh ben, non. Qui est-ce qu'on doit contacter alors pour avoir plus d'informations et pouvoir bénéficier de l'envoi de la fiche dont tu nous as parlé, la fiche de synthèse, Christophe? Ben là, vous me contactez et dès que je pourrai, je vous renvoie l'affiche où vous avez tous les chiffres que l'on a exposés et les données et les contacts également et les prérequis pour faire cette culture. Je vous invite plutôt à passer par le téléphone ou d'appeler l'accueil de la Chambre d'agriculture au 02 54 55 20 00. Nos adresses Internet ont quelques soucis actuellement, donc il vaut mieux passer par le téléphone. Je rajouterai également les coordonnées de notre agronome chez nous, qui sera vraiment le point d'entrée chez Redel. Alors, il y a Pierre. Ah. Je donne la parole, Pierre. Bonjour, mais c'était plutôt un message de soutien à tous les membres de ce projet qui avancent. Donc là, c'était pour la blague de dire des surfaces, il y en a, mais il faut des bras et des cerveaux compétents et courageux. Les bras courageux et des cerveaux compétents, et ça, aujourd'hui, on ne l'a pas. Mais le pôle football de Loire qui fédère et les chambres de commerce et les chambres d'agriculture et un certain nombre d'entreprises, dont Redzel, est quand même impressionné par le travail qui a été fait et l'avancée de ces dernières années. Et puis, en tant que consommateur, parce qu'on représente aussi la voix des consommateurs, il y a effectivement une forte demande sur des produits franco-français qui soient produits, récoltés, transformés ou conditionnés en France. Donc, je partage les analyses qui ont été faites pour dire qu'il y a la place pour ces produits dans les différents réseaux et il y a de la demande pour ces produits le jour où ils seront disponibles en bio. J'ai une petite question, est-ce que vous m'entendez? Très bien.
Joli horizon. Monsieur Billot, vous êtes installé sur quelle commune, s'il vous plaît? Alors, je suis installé sur la commune d'Ouchamps. J'ai pas entendu, excusez-moi, de La commune de Ouchamps. Auchamp. Merci beaucoup à vous. Voilà. Merci. Voilà. Merci. Qui veut répondre à la question de Céline? Brice ou je bilance ou, par rapport au plan de développement de Redzel aussi parce que les pistes pour moderniser la production, effectivement, aujourd'hui, on a lancé des recherches variétales, on a lancé des recherches en termes de, on va dire, robotisation qui iront plutôt probablement vers des solutions pour améliorer l'ergonomie de la cueillette, probablement peut-être des robots pour au moins soulever le plant pour faciliter, puisque les fruits sont sous les feuilles et qu'une grosse partie, enfin quelque chose qui est physiquement dur, c'est retourner le plant, cueillir, puis remettre le plant en place, bien aligné le long de son plastique, etc. Donc, on étudie des pistes sur cette partie-là. On essaie de voir la possibilité aussi d'améliorer en termes de voir si on peut adapter la semi-mécanisation qui a lieu notamment en Europe centrale. Si on prend l'exemple du plus gros producteur européen qui est l'Allemagne, aujourd'hui, comme ils sont basés sur des gros calibres, eux, leur récolte est faite, on va dire, sur des espèces d'ailes delta qui sont tirées par un tracteur et les producteurs sont allongés dessus. Et le tracteur avance, je ne sais pas, à raison de peut-être 5 mètres par minute, enfin j'en sais rien, il va très doucement et les gens ramassent allongés au fur et à mesure. On voit si c'est quelque chose qu'on peut tester sur des parcelles en France, sachant qu'effectivement on n'a pas les mêmes problématiques. On passe en France dans le champ, c'est-à-dire qu'on passe tous les 2-3 jours au début et tous les jours au pic de récolte. Voilà, donc il y a des pistes soit du côté de la plante ou soit du côté de la mécanisation pour améliorer cette récolte. Alors, pour compléter, on a même également des réflexions par rapport au système de culture, parce que là, on est parti en 2016 sur le système que l'on avait connu avant, production de plein champ, et on étudie également parallèlement d'autres systèmes de production sous serre, en association ou en contre-plantation derrière d'autres cultures. Donc, il y a même une réflexion en cours pour d'autres encore, des systèmes encore plus contrôlés sous serre. On est loin d'être au bout et les systèmes de culture, actuellement on est sur un système de culture, mais on va évoluer vers des systèmes de culture différents. Et l'objectif, une chose que j'ai passée tout à l'heure, c'est qu'en fait aussi, pourquoi c'est parti en Inde? Parce qu'en Inde, pour les besoins de l'industriel, on produit 12 mois sur 12. Bon, en France, on produit 2 mois. Et c'est vrai que si avec d'autres systèmes, on arrive à allonger cette période de production, on sera gagnant. C'est sûr qu'aujourd'hui, même si on voulait, même si ça ne coûtait pas si cher de produire du cornichon en France, techniquement, on n'aurait pas la capacité de remettre 30 000 tonnes de production en France. C'est inimaginable aujourd'hui, effectivement, vu la fenêtre de tir que tu as, qui est juillet-août.